Bon, bonjour tout le monde. Alors, je vais continuer avec l'accompagnement affectif du bébé après la naissance. Et en fait, cet accompagnement a plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est de donner des repères aux parents, leur apprendre à décoder le langage du bébé, ce qui n'est pas toujours évident quand on est jeune parent, apprendre à l'observer et à respecter son rythme, éviter la performance tout en lui permettant de découvrir son potentiel. Et ça, c'est particulièrement important dans notre culture, justement, de performance, où on essaye que les bébés arrivent très vite à se tenir assis, à se mettre debout, etc. Et comprendre comment installer une sécurité de base chez le bébé. Alors, la sécurité de base, elle se compose en fait de deux aspects. Un premier aspect qui est la confiance dans l'autre, dans le monde extérieur. Et le deuxième aspect tout aussi important, c'est la confiance en soi. Donc, avec ces deux aspects-là, pour développer la sécurité de base, en fait, il faut tenir compte de deux types de besoins chez le bébé. Un premier type de besoin, c'est les besoins de sécurité. Besoin de sécurité, c'est-à-dire être pris en charge, être écouté, être entendu, pas simplement écouté, être compris, être aimé et être respecté. Alors on va tout de suite la réponse du bébé quand c'est le cas. Ici c'est un nouveau-né. Et l'autre type de besoin, c'est les besoins d'autonomie. Alors, les besoins d'autonomie, c'est de pouvoir découvrir qu'il a du potentiel. Donc, le bébé doit pouvoir découvrir lui-même qu'il a du potentiel. Il doit ressentir que ses parents croient en son potentiel. Il doit être respecté dans son rythme et être guidé sans être disqualifié. Alors, dans l'accompagnement du bébé par le jeu, il y a plusieurs choses qui sont amenées par cet accompagnement. D'une part, ça permet de limiter les angoisses archaïques du bébé liées à son sentiment de totale impuissance. C'est-à-dire que la première année de la vie, le bébé est très incompétent à gérer le monde extérieur, mais même rien que son corps. Et donc, ça lui fait vivre à répétition des sentiments de totale impuissance, et le fait de lui permettre de découvrir qu'il a, dès le début, qu'il a des petites compétences, ça va être très important pour développer cette sécurité de base. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, on va montrer aux parents comment donner des petits modes d'emploi au bébé en ce qui concerne la gestion de sa motricité. Par exemple, ici, comment inviter le bébé à changer de position, et c'est des gestes, évidemment, qu'on fait dans le quotidien. Voilà un autre mouvement. Alors, il permet aussi des moments de détente et de plaisir entre les parents et le bébé. Et les frères et sœurs aussi. Et enfin, l'accompagnement du bébé confirme la compétence sans surstimuler. Parce que la surstimulation est quelque chose qui confronte le bébé à son incompétence. Donc ça fait l'effet inverse de celui qu'on recherche dans l'accompagnement affectif du bébé, c'est-à-dire que ça va l'insécuriser, puisqu'on lui demande des choses qui sont trop difficiles pour lui, ou on les lui demande à des moments où il n'est pas du tout disponible pour ça. Un bébé qui est fatigué, c'est pas à ce moment-là qu'on va lui proposer de jouer. Donc voilà, ça c'est important. Et alors ici, vous voyez par exemple, on va voir quelques séquences d'un bébé d'1 an qui essayait de marcher, mais qui tombait tout le temps. Et en fait, le problème de ce bébé-là, c'est qu'il ne connaissait pas son point d'équilibre debout.
Et donc, il a suffi de lui faire sentir où était son point d'équilibre debout. Et très vite, voilà, il l'a intégré, il l'a compris, et regardez le plaisir qu'il a. Il vient s'applaudir là devant sa maman, et très vite, il va jouer avec ce qu'il a appris pour commencer à l'intégrer autrement. Alors, le revécu émotionnel de la naissance. Eh bien, le revécu émotionnel de la naissance, ça se base sur le fait que la vie émotionnelle existe déjà avant la naissance. Que la mémoire existe également avant la naissance et que le bébé in utero est déjà une personne. Alors, ce sont des choses qu'on connaissait déjà au Moyen-Âge. Vous voyez là les activités du bébé in utero. Et ce sont des choses que deux psychanalystes nous ont montrées, Olivier Varenne-Camargue, dans un très beau livre qui s'appelle L'enfant qui se fait naître, et qui ont pris des dessins d'enfants et qui les ont mis en rapport avec les planches anatomiques. Alors, vous voyez ici la migration de l'ovule dans la trompe, et on voit ici des dessins hyper classiques chez les enfants. J'imagine que Diane nous en parlera peut-être aussi. Voilà un autre, la planche anatomique au-dessus, et le dessin d'un enfant. Donc c'est des très très jeunes enfants qui ne sont pas encore allés à l'école. En voilà un autre. Voilà encore un autre. Et évidemment, ils ont un livre plein de ce type de dessin-là. Et c'est vraiment intéressant. Donc, la naissance est souvent une épreuve pour le bébé. Épreuve ne veut pas forcément dire traumatisme, mais c'est une épreuve. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une expérience inédite et angoissante. On ne peut pas faire une répétition générale avant d'y aller. La première fois, c'est la bonne et c'est la seule. La médecine moderne ne tient absolument pas compte des affects du bébé. Si on est maintenant plus attentif à entourer les mamans, les bébés, c'est un mobile fœtal qui progresse dans la filière pelvienne. Voilà, ça c'est ce qu'on apprend en médecine. Et donc que le bébé puisse avoir des états d'âme par rapport au fait qu'on déclenche l'accouchement, qu'on intensifie les contractions, qu'on pousse sur le ventre, non, ça c'est pas possible. Vous dites ça au médecin, il faut rionner, encore à l'heure actuelle. Donc la médecine moderne ne tient pas compte des affects du bébé. L'accouchement est souvent violent pour le bébé, et d'autant plus à l'heure actuelle qu'avec les péridurales, on intensifie artificiellement le rythme des contractions sur une poche qu'on a rompue artificiellement. Donc le bébé n'est plus dans un airbag et on y va. D'ailleurs, parfois, ça se termine en césarienne parce que le bébé ne tient pas le coup. Et c'est souvent aussi une expérience de solitude pour le bébé quand il n'est pas accompagné. C'est-à-dire quand personne ne se rend compte que lui, là, à l'intérieur, c'est aussi une aventure, c'est aussi une compétition de haut niveau, et que tout ça n'est pas facile. D'ailleurs, on voit quand ils sortent qu'ils ne sont pas toujours très heureux et que ça a l'air d'avoir été compliqué. Donc, la détresse du bébé est souvent très perceptible après la naissance. Et par contre, les bébés qui ont été accompagnés sont des bébés qui, parfois, ne pleurent pas du tout, sourient après la naissance. Et d'ailleurs, au début, les médecins étaient un peu inquiets parce qu'il fallait que le bébé pleure pour ouvrir les poumons. En fait, on s'est rendu compte qu'il pleure parce qu'il a peur, qu'il a mal, qu'il n'est pas bien. Mais un bébé qui est bien ne pleure pas à la naissance et respire très bien. Donc, sa détresse est souvent perspective. Il y a certains bébés qui pleurent beaucoup après la naissance, mais parfois pendant plusieurs semaines, sans raison apparente. Ils ont aussi beaucoup besoin de dormir pour récupérer. Souvent, on a pendant 2-3 jours le bébé qui dort. Si on se rend compte de ce qu'il a vécu juste avant, on comprend pourquoi il a tellement besoin de dormir après la naissance. Ils ont besoin d'être câlinés pour être consolés et sécurisés. Alors voilà, vous avez plusieurs images ici de bébés. Bon, c'était l'époque où on ne faisait pas encore les peaux à peau, mais de bébés après la naissance, vous voyez que c'est pas la joie.
Ici, on a presque l'impression, le visage est vraiment avec des œdèmes, on a presque l'impression qu'il sort d'un match de boxe, hein, et celui-là aussi. Hein, donc ça montre bien que tout ça, ça n'a pas été une partie de plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Les bébés ont besoin de se confier, ils ont besoin de raconter. Hein, comme nous, quand on vit quelque chose de difficile, on a besoin de le raconter. Et on le raconte à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, et au fur et à mesure où on raconte, on digère. Et puis à un moment donné, c'est digéré, on passe à autre chose. Les bébés, c'est exactement comme nous. Quand ils ont vécu quelque chose de difficile, ils ont besoin de le raconter. Et comment est-ce qu'ils racontent? En pleurant. Et alors ces pleurs assez fréquents chez les nouveau-nés sont souvent des racontages de ce qu'ils ont vécu au moment de leur naissance. Et donc, ils ont aussi besoin qu'on les écoute et qu'on les console. Ils ont besoin que les parents soient fiers de leur exploit. Et ils ont besoin d'expérimenter leurs compétences et de sortir d'un schéma d'impuissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce travail de revécu émotionnel de la naissance, on propose aux bébés, mais ça peut être aux enfants aussi, hein, dans la formation, on enseigne jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, hein, oui, l'accompagnement des bébés et des enfants. Ils ont besoin de pouvoir raconter en étant compris, accompagnés, soutenus, hein, et ils ont besoin de prendre conscience de leurs compétences parce que souvent, quand les vécus ont été difficiles, le bébé garde une empreinte de « j'y suis pas arrivé, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, hein, ou je vais mourir, hein, enfin voilà, et je suis pas capable. Hein, et donc, il y a cette empreinte-là qu'on voit très très nettement dans les revécus émotionnels de la naissance et qui, de mon point de vue, sont importants à désamorcer. Parce que c'est comme des schémas de vie qui peuvent s'imprimer et qui s'impriment d'autant plus fortement qu'ils sont imprimés dans le corps. Et pas dans la parole. Hein, et donc, le travail de revécu émotionnel de la naissance, c'est aborder un petit peu tout ça. Voilà, ici, on a fait toutes les deux un peu un passer en revue de ce que c'est la préparation affective à la naissance avec ses différents volets.